préserver la mémoire de la littérature mondiale pour étudier les besoins de la construction des États-nations après l'indépendance. À partir de 1997, on a donné notre orientation. C'est devenu un centre de recherche sur la paix. Nous sommes en partenariat avec l'UNESCO. Voilà, M. Malia. Donc, je fais la rapide. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a autant que le transmission. Voilà. Avec plaisir, monsieur. Je n'ai pas lu mon nom complète. Voilà, merci. Il a beaucoup écrit. Le bois ici choisi, c'est du bois qui nous vient de la France, qui représente que le continent atlantique, le continent européen. C'est fait exprès, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est un grand pays de bois. Et en fait, après ça, la personne qui est ici se sent chez elle. Donc, du bois qui vient du Brésil, c'est une personne qui vient du bois du Brésil, dans tous les continents américains. Et au niveau supérieur, le bois qui vient du Gabon, et ça représente l'Afrique. Voilà. Oi como, dengai como, ya ya comeu, de só no como. Oi como, dengai como, ya apati we, de só no como. Gabwe mabwe, dengai como, oh me mabwe, dengai como. Soi como, de só no como. Oi como na, de só no como. Samua prete morio yo, ibo wai wanzo prete morio, mua nere bo wai wanzo. Mua prete morio yo, ibo wai wanzo. Prete wabo ibo wai wanzo. Mua prete morio yo, ibo wai wanzo prete morio, mua nere. Yeah, na na se meni. Onana se meni o. Onana bani se me mani. Onana se meni. Onana se me mani. Nana se me mani. Nana bani se me mani. Monsieur votre exactement façon c'est spécial. C'était un petit peu à l'époque, oui. Existe beaucoup de choses. À part de gens le commerce, ça c'est à l'époque de Messi, ça c'est les sorties majors à 1925. Et le premier hôpital central qui a été complètement muséifié. Quand il était médecin avec nous, le
Les différents chefs du service. La délégation officielle qui rentre maintenant. Voilà. On peut les applaudir s'il vous plaît. Jusqu'à ce qu'ils s'asseyent, on continue de les rassembler. Il faut montrer la chaleur, la ferveur que nous avons ici à Yamoussoukro, d'accueillir nos hommes de marque. L'horaire de la Banque de France, Brigitte en dessus. Monsieur le Président du Sénat a de quoi le recevoir pour cette conférence sur le thème Paix et développement, enjeu du partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Je voudrais, en cette circonstance, inviter le premier responsable de cette fondation pour son mot de bienvenue, Monsieur le Secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la chaîne de la paix sous vos orations. Merci bien, Monsieur le maître des cérémonies, Son Excellence Daniel Carman-Duncan. Monsieur le Président du Sénat, Son Excellence Jeannot Ahoussou-Kouyaté. Monsieur le Président de la Cour suprême, Son Excellence René Affine. Messieurs les représentants du Président de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Monsieur Michel Candesu, ancien directeur général du Fonds monétaire international, gouverneur honoraire de la Banque de France, et Madame Candesu. Monsieur le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Monsieur le préfet du département de Yamoussoukro, Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, Messieurs et Mesdames les sénateurs, vénérables chefs religieux et chefs coutumiers, Messieurs les professeurs, chers élèves et étudiants, honorables invités, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur et une joie indicible d'accueillir à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix une personnalité française qui mérite hautement respect et considération. J'ai nommé M. Michel Candesu que je demande d'ovation.
Merci. Heureux et honorés que nous sommes au surplus, recevez, Madame, nos respectueux hommages. Notre profonde reconnaissance à son Excellence, M. Alassane Ouattara, en mémoire du premier président de la Côte d'Ivoire, décédé il y a 25 ans. J'ai l'honneur d'assister en personne à toutes les grandes manifestations. J'associe à ces remerciements toutes les distinguées personnalités de la République, au rang desquelles Monsieur le Président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, qui ne nous a jamais ménagé son soutien bienveillant et fraternel. Monsieur le Président de la Cour suprême, René Affin. Messieurs les représentants du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Je salue Monsieur le ministre, gouverneur du district d'Abidjan, et Monsieur le ministre Abdrahmane Cissé. Je renouvelle toute ma gratitude aux autorités politiques et administratives de Yamoussoukro ici présentes, Monsieur le gouverneur, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, merci bien. Je salue chaleureusement les professeurs des universités Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Alassane Ouattara de Bouaké, Jean Lourmion Bédé de Daroua et de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro qui recevait hier M. Kandessu. Je félicite les élèves et étudiants de Yamoussoukro et d'Abidjan pour leur mobilisation à l'occasion de cette conférence. Je remercie enfin tous nos honorables invités, vous m'excuserez de ne pouvoir citer tout le monde, qui ont bien voulu répondre à notre appel. Mesdames, Messieurs, le président Félix Houphouët-Boigny d'illustre mémoire a laissé comme testament politique à son pays la paix, la plus haute aspiration humaine. Et sa fondation, qui vous reçoit, est ouverte à tous les hommes de bonne volonté en quête d'une vraie paix. Elle s'emploie, par ses formations et ses recherches, à enraciner la culture de la paix et à former des citoyens responsables et engagés en faveur de la démocratie. C'est pourquoi elle apprécie hautement la visite de M. Kandessu, dont la culture et la valeur scientifique sont internationalement reconnues. Il accepte de partager son grand savoir et sa longue expérience professionnelle en prononçant cette conférence sur le thème « Paix et développement, enjeu du partenariat entre l'Europe et l'Afrique ». Distingués conférenciers, vous avez devant vous un public composé de personnalités de la République, mais en majorité de jeunes qui n'ont pas connu la colonisation, et même pour certains qui n'ont pas connu notre premier président. Ils aspirent, comme tous les autres jeunes, à une vie digne et libre sur leur continent. Ils souhaitent des partenariats mutuellement bénéfiques avec tous les continents, à commencer par l'Europe, avec laquelle nous avons une longue histoire. Mais je n'en dirai pas plus, c'est vous qui sont venus écouter. Je vous exprime encore nos meilleurs souhaits de bienvenue. Je vous remercie. Avec ma permission, un exemple à imiter par nos jeunes en quête de repères et de modèles. M. Kandessu est né le 1er mai 1933 à Bayonne, dans le sud-ouest de la France. Diplômé d'études supérieures d'économie politique et de sciences économiques de l'Université de Paris, M. Kandessu est également titulaire d'un diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po Paris, et ancien élève
de l'École nationale d'administration. Intégré en 1960 au ministère des Finances et des Affaires économiques, l'administration du Trésor. Il a ensuite servi à Bruxelles de 1966 à 1968 en qualité d'attaché financier à la représentation permanente française auprès des communautés économiques européennes, puis est revenu au Trésor, devenant successivement sous-directeur en 1971, directeur adjoint en 1974, enfin directeur en février 1982. De 1978 à 1984, M. Kandessi a également exercé les fonctions de président du Club de Paris, ainsi que celle de président du Comité monétaire de la Communauté économique européenne de décembre 1982 à décembre 1984. En août 1984, il a été nommé sous-gouverneur, puis en novembre 1984, gouverneur de la Banque de France, poste qu'il a conservé jusqu'à son élection comme directeur général du FMI. M. Kandessi va diriger le FMI de 1987 au 14 février 2000. Il est l'auteur de plusieurs publications. Je vous en citerai tout juste quelques-unes pour gagner du temps. La dernière, c'est un ouvrage qui est paru en septembre 2017 intitulé « Vers le monde de 2050 ». Il a retracé également son expérience au FMI dans un ouvrage « La scène de ce drame et le monde », présent à la tête du FMI et d'autres ouvrages encore. Il est grand officier de la Légion d'honneur française, chevalier de l'Ordre national du mérite, commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique. M. Kandessi est marié, madame est à ses côtés, et père de 6 enfants. Voilà. Monsieur le gouverneur honoraire, avec votre permission, je vous passe la parole pour votre conférence. Merci. Monsieur le gouverneur, messieurs les préfets, messieurs les maires, vous tous, excellences, chers amis, chers étudiants, laissez-moi vous dire la joie que j'ai à vous rencontrer. Pour la 3e fois cette semaine, j'ai l'honneur de prendre la parole dans votre beau pays. Voici la 3e occasion de lire l'espérance qui m'anime quand je pense à l'avenir de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, de la capacité qu'elles ont à surmonter les défis qu'elles rencontrent. Et en faire de ces défis autant d'occasions d'avancer vers le bien commun que de plus en plus nous devons concevoir dans sa dimension universelle. 3e occasion, dis-je, et car j'ai dit déjà cette confiance à vos chefs d'entreprise, les champions de l'économie ivoirienne, mardi à Abidjan. Je crois à cette émergence dont ils ont la charge en tant que secteur privé, main dans la main avec les pouvoirs publics et avec tous les travailleurs, les producteurs, la société civile de ce pays. J'ai dit cette confiance ici même, hier, à la vibrante jeunesse ivoirienne qui demain devra construire, habiter le monde radicalement neuf qui prend forme devant nous. Il me reste aujourd'hui à dire la condition majeure du succès de ces entreprises. Cette condition sine qua non du développement intégral pour tous les hommes n'a qu'un seul nom, la paix. Et votre pays, dès les premiers gestes de votre président fondateur, s'est reconnu la vocation d'en être, et j'aimerais employer ce mot, une nouvelle fois ce mot, le champion de la paix en Afrique et dans le monde.
la reconnaissance que nous devons au président Félix Houphouët-Boigny me faisait obligation de consacrer cette troisième conférence à la paix et à venir la prononcer à Yamoussoukro, cette ville devenue notre capitale, mais surtout vouée à être, dans l'esprit du président Houphouët-Boigny, un haut lieu de la paix pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour le monde. Pour tout homme conscient de l'histoire, il y a évidemment dans la visite de Yamoussoukro le souvenir de cet homme d'exception et l'évocation de son dessein pour la paix. Mais il y a plus. Y venir est un pèlerinage à une source d'inspiration pour quiconque reconnaît que la paix est la condition même du développement. La paix qui s'épanouira d'autant mieux dans le monde de demain qu'un partenariat renouvelé entre l'Afrique et l'Europe lui fournirait un supplément de dynamisme et de fécondité. Personne n'aurait dit un supplément d'âme. Vous l'avez compris, ce sont ces deux thèmes-là que j'aimerais soumettre à votre réflexion. Quelques mots d'abord sur la paix. Ils vont de soi, mais de temps en temps, il faut les ramener à nos esprits. La paix et ses multiples paradoxes. Quelle est belle la paix! Elle est un des noms de Dieu pour l'islam. La paix soit avec vous, disent les chrétiens. Elle est le cri qui jaillit du cœur des hommes. Salam, salut. De tels mots entrent en symphonie avec ce que nous pouvons lire dans la vie et les gestes d'hommes qui ont su en vivre et emporter le projet particulièrement au cœur de la violence. Et je pense à l'émir Abdelkader, dont on ne lit pas suffisamment les œuvres et on ne médite pas suffisamment l'histoire. Je pense au Mahatma Gandhi et à tant d'autres encore plus près de nous. Mais nous savons aussi que la paix est très différente de la victoire des armes ou simplement de leur silence. Ces définitions restrictives dont on se contente trop souvent ne disent pas tout de la paix. Elle n'est pas seulement cessation des conflits. Elle n'est atteinte, et vous en savez quelque chose, que lorsque le travail de réconciliation des cœurs et l'échange des pardons s'opèrent en vérité. Réconciliation et pardon. Qu'il est facile de prononcer ces mots, mais combien la réalité qu'ils recouvrent appelle de retournement profond des esprits et des cœurs, parce que la réconciliation n'est pas l'oubli et elle ne se construit que dans des gestes parfois si difficiles de la vie quotidienne. Paix difficile, mais condition incontournable de l'harmonie de la vie des nations sous tous leurs aspects, y compris économiques. Et il nous faut en venir à un autre nom de la paix, à la définition définitive offerte à la Tribune des Nations Unies par le pape Paul VI, un admirateur de votre président fondateur,
le développement est l'autre nom de la paix. Et j'oserais ajouter, la paix est l'autre nom du développement. On ne peut me dire pas de développement sans la paix, pas de paix sans le développement. Comment s'étonner alors qu'elle ait tellement compté pour les leaders les plus exemplaires du développement de l'Afrique au cours des dernières décennies? Et si je ne n'évoque que ceux que j'ai bien connus, je devrais citer ici les noms du président Félix Houphouët-Boigny, qui m'a si souvent commenté ces définitions de la paix, le président Kenneth Kaunda, avec lequel je me suis beaucoup disputé avant de devenir son ami, Julius Nyerere, qui a longtemps dit beaucoup de mal du Fonds monétaire international avant de devenir l'ami, et permettez-moi de le dire, celui qui tient aujourd'hui les rênes de votre pays, le président Alassane Ouattara, dont je puis dire, car j'en ai été le témoin, qu'il a su faire preuve dans les circonstances les plus extrêmes d'une retenue et d'un véritable héroïsme pour hâter le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Soulignons, hélas, deux traits paradoxaux de ce bien public: le fait que la paix soit toujours menacée et qu'il nous faille toujours travailler à la renforcer. C'est le paradoxe des paradoxes. La paix, ce bien essentiel, ce bien le plus précieux de l'humanité, est aussi un bien constamment menacé, un bien mérité à reconstruire, à consolider chaque jour, un bien toujours à poursuivre comme un horizon fuyant de la vie des peuples. Parcourons un moment d'un regard l'histoire de l'humanité. Combien rares sont les moments où l'humanité a cru l'atteindre. Alors, j'ai évidemment ici des historiens exemplaires immédiatement à ma gauche. Je parle sous son contrôle. Ce fut parfois sous la poigne d'un despote éclairé. Il y a eu naguère la Pax Romana sous l'empereur Auguste. Sautons de millénaires et nous trouvons la paix de Versailles en 1919, mais laissez bien des braises derrière elle, et moins de 20 ans après, le monde se réembrasait. Puis il y a eu en 1945 la paix des vainqueurs, bientôt suivie entre eux de la guerre froide. Puis vinrent les guerres de la décolonisation, que mon pays, dans certains cas aussi douloureux que le Vietnam ou l'Algérie, ne sut pas éviter. Et vous connaissez la suite. Les rêves du lendemain de la chute du mur de Berlin, vite suivis par les cauchemars inaugurés par la destruction des tours jumelles à New York, au début de cette décennie qui fut elle-même si dure et violente pour votre propre pays. Mais, allez, regardons de plus près autour de nous. Tout nous indique que notre monde vit des heures devenues dangereuses. À vos portes même, le Sahel et Daesh, le Nigeria, avec les redoutables menaces d'un conflit entre le Nord et le Sud, les régions anglophones du Cameroun, où l'on entend les voix du clergé appelant à une médiation d'urgence pour éviter une guerre civile. Et que dire de la RCA ou de la RDC? J'arrête là. Mais combien d'autres pays en Afrique
au Moyen-Orient et ailleurs, nous voyons les ambitions désordonnées d'hommes de pouvoir, la montée vertigineuse des inégalités ou les défis sécuritaires provenant de ces organismes non étatiques violents comme Boko Haram, Daesh et je n'ai pas besoin de vous allonger les listes, venir ruiner les chances d'un développement économique, lui-même condition d'une paix durable. Oui, reconnaissons-le lucidement, nous vivons un moment de lourde menace pour l'Afrique et l'ensemble du monde. Elle se résume en 2 chiffres, fournis par un rapport récent des Nations Unies et de la Banque mondiale. L'année 2016 et 2017, pour lequel nous n'avons pas encore les chiffres, ne fait probablement pas mieux. L'année 2016 détient le record des conflits violents dans le monde depuis près de 30 ans. Et cette même année 2016, le nombre de morts au combat a été multiplié par 10 par rapport à 2005. Chers amis, il faut arrêter cette dérive dangereuse. Ces chiffres sont un défi à tous les peuples du monde qui adhèrent à la Charte des Nations Unies. Et nous sommes ici dans une institution des Nations Unies, puisque votre président fondateur a tenu à ce qu'on en remette les clés au directeur général de l'UNESCO. Les peuples adhérant à la Charte des Nations Unies ont cet engagement de résister aux appels de la violence. Ils se sont engagés à préserver les générations qui nous suivent du fléau de la guerre. Alors que faire? Rien d'autre que de résister aux appels de la violence et sans cesse, comme Sisyphe remontant son rocher, renforcer la paix. Oui, la paix est toujours à renforcer et les chantiers pour cela sont immenses et multiples. Des braises restent incandescentes sous la cendre partout, dans nos pays, à l'intérieur de nos pays, entre nos voisins. Et en plus, il est de notre devoir non seulement d'aider nos voisins à surmonter leurs conflits, mais aussi de veiller à renforcer l'efficacité des institutions multilatérales, régionales ou mondiales que certains prennent le risque fou aujourd'hui de remettre en cause. Alors prenons ces 3 chapitres. Sur la consolidation de la paix à l'intérieur de notre pays, je n'aurai pas l'outrecuidance de prétendre m'exprimer à un titre purement personnel. Si je n'ai qu'un message personnel à dire, c'est un message d'espérance. Mais je peux peut-être me risquer à répéter ce que j'ai dit hier aux étudiants après avoir eu, au cours d'une réunion informelle et purement amicale, avoir pu recueillir d'un petit groupe d'entre eux leur avis sur leur présent et leurs rêves d'avenir. Et je les remercie de leur spontanéité et de leur franchise. Que m'ont-ils dit dans cet effort de préparation de leur pays et du monde vers 2050? Eh bien, d'abord ceci, que je me suis profondément réjoui d'entendre.
il est urgent, me disait-il, que suivant la société civile qui les devance en cela, que la classe politique oublie les querelles du passé et se tourne vers cet avenir à construire, alors que les conflits ont longtemps déchiré ce pays, ont enrayé sa croissance et retardé de plusieurs années l'accès à l'émergence que vous êtes en train d'atteindre maintenant. C'est une source de formidable espérance que de voir ce pays reconstruire sa cohésion et aller de l'avant, comme si les semences de la paix plantées à Yamoussoukro germaient vigoureusement à nouveau. Source d'espérance pour votre pays, mais aussi pour le monde, car en revenant à sa vocation fondatrice de soutien de la paix et de l'intégration régionale, la diplomatie de votre pays a un rôle majeur à jouer dans l'Afrique des décennies qui viennent. Nous savons tous combien ce rôle a été souvent utile et apprécié. Et au moment où la Côte d'Ivoire redevient un phare de développement économique, ce rôle de phare de la paix vous incombe plus que jamais dans la droite ligne de l'action du président Félix Houphouët-Boigny, qui, lui, non content de promouvoir la fraternité entre toutes vos ethnies, n'a jamais ménagé sa peine pour promouvoir par ses contacts personnels dont il m'a si souvent parlé, par une action incessante, la paix dans votre continent et l'avènement d'institutions régionales et de formes de coopération internationale qu'il voulait plus efficaces chaque jour. On ne peut que se réjouir de revoir votre diplomatie faire revivre cette tradition, y compris à travers cette forme nouvelle de la diplomatie qui est le développement des actions préventives, car le monde comprend enfin qu'il vaut mieux prévenir que de guérir des crises dont on sait qu'elles ne cèdent pas facilement et qu'elles coûtent dramatiquement cher au pays. Ceci m'amène tout naturellement, et je vous remercie de votre très grande patience, à cet impératif d'aujourd'hui, à cette mission pour laquelle la Côte d'Ivoire peut jouer un rôle décisif, le partenariat Afrique-Europe. Soyons réalistes, cette tâche est de longue haleine et elle est peut-être moins séduisante pour vous, compte tenu de l'état de l'Europe, qu'elle n'a pu l'être il y a quelques années. Mais trop de liens, trop de réalités nous rapprochent pour que nous nous efforcions pas de tirer le meilleur parti pour l'Afrique et pour la paix du monde de la vitalité que nous pourrions donner au partenariat, à condition de le renouveler profondément. Et à condition de ne pas nous tromper sur ce que partenariat veut dire. Que doit apporter le partenariat aux formes antérieures d'assistance et de coopération que nous avons pratiquées sans un succès suffisamment convaincant pendant les décennies passées? Une mutation majeure. Le partenariat est dialogue d'ego. Ego, E-G-A-U-X. Non pas d'ego, E-G-O. Vous m'aviez compris, mais enfin de temps en temps, j'aime mettre les points sur les i. Le partenariat
implique que les partenaires dans le dialogue arrêtent eux-mêmes leurs propres choix et leurs priorités. Il repose sur la totale franchise de part et d'autre et sur l'acceptation du regard critique des autres sur nos politiques à leur égard. Ils se fondent sur un profond respect de leurs exigences éthiques, de leur culture, de leurs traditions, y compris dans l'organisation de la vie collective. Il offre un cadre dans lequel chacun se sent invité à faire appel au savoir parfois ignoré des autres pour trouver des solutions aux problèmes nouveaux. Il implique que nul ne se défausse sur les autres de ses propres responsabilités. Il est acceptation d'un cheminement ensemble sur les nouveaux chemins de l'humanité avec tout ce que cela suppose d'attention au rythme de l'avancée des autres. Et vous savez, marcher au même pas que l'autre, c'est difficile. Après 60 ans de mariage, je ne l'ai pas encore appris. Le partenariat, enfin, ne doit plus recouvrir seulement les relations d'État à État. Il est multidimensionnel, il peut s'étendre aux entreprises, aux institutions financières et à la société civile. Une application particulière de cette approche a été tentée dans le cadre de ce que l'on a appelé autrefois le Népal. Il a mal survécu à ses premiers pas au changement de responsabilité. Bref, il est tombé, pour mon plus grand regret, dans une sorte de somnolence. Eh bien, reconnaissons-le, on ne peut laisser galvauder une approche aussi prometteuse. Il faut aujourd'hui réinventer ce partenariat et de part et d'autre, accepter lucidement toutes ces exigences. Elles sont salubres si, de part et d'autre, on respecte pleinement ces disciplines. Il pourrait fournir, en tout cas dans cette dimension Afrique-Europe, Europe-Afrique, le cadre fécond du resserrement combien nécessaire des relations entre nos deux continents. Comment donc cela pourrait-il prendre forme et servir à la fois la paix et le développement? D'abord, évidemment, dans sa forme primitive de soutien de l'Europe aux efforts de l'Afrique pour améliorer sa gouvernance et ses gestions macroéconomiques et structurelles. Dans ce domaine, je reconnais que l'Europe doit revoir sa copie. L'Afrique, elle, on ne peut le nier, a évidemment, avec un empressement inégal, tenté de s'engager dans les voies de réforme qui étaient recommandées. Mais la crise financière que nous venons de traverser a provoqué un certain retrait européen et l'enthousiasme de l'Afrique s'est quelque peu trouvé réduit. Eh bien, ne nous dérobons pas aux efforts qui s'offrent à nous aujourd'hui. En fait, du côté européen, ils sont dans la droite ligne de la vision prophétique de Robert Schuman lorsque, dans sa déclaration du 9 mai 50, songeant aux bienfaits de cette nouvelle intégration européenne, il disait « Elle pourra ainsi, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses tâches essentielles », nous sommes en 1950, l'une de ses tâches essentielles, le développement du continent
africain. Une de ses tâches essentielles, paroles exigeantes et prophétiques. Alors à quoi appliquer ce partenariat renouvelé? Je pense que la crise que nous connaissons aujourd'hui, par exemple, avec le drame des migrations, nous offre l'occasion de donner une nouvelle dimension à ce partenariat. Vous le savez mieux que moi, faute de trouver les moyens ou les raisons de vivre là où ils ont leurs racines, de nombreux jeunes Africains continuent à tenter cette aventure. Et nous savons trop ce qui les attend sur les autres rives de la mer s'ils y parviennent. Ceux qui risquent la traversée sont très probablement parmi les membres les plus vigoureux, les plus doués de leur famille et de leur génération. Ils se sacrifient pour elles, mais avec ce départ, l'Afrique se vide aussi peut-être de ce qu'elle a de meilleur. Alors, que devons-nous faire? Je pense que malgré toutes les difficultés de ce problème, nous devons reconnaître qu'il est incontournable, nous devons reconnaître qu'il commande sur le long terme la relation Europe-Afrique, et nous devons nous mettre de nouveau à la tâche. Des initiatives commencent à être prises, il sera essentiel d'amplifier cet effort. Une stratégie commune doit être développée. Elle devrait viser, dans certains cas, une pleine intégration de ces migrants dans les pays d'accueil. Dans d'autres cas, comme beaucoup de migrants le souhaitent maintenant, on pourrait s'orienter vers un modèle de migration circulaire, en aidant les intéressés à préparer leur retour dans leur pays au terme d'un séjour formateur, entretient et développe de la façon la plus exemplaire. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Voilà, si on peut applaudir une fois un peu plus encore, après un tel exposé, je sais que beaucoup de questions fournies avec elle, ou peut-être des contributions. J'ai lu votre ouvrage Vers le monde de 2050 et à un moment dans votre conférence de ce matin, vous avez dit que la relation entre l'Afrique et l'Europe pourrait paraître moins reluisante que l'état de l'Europe aujourd'hui. Et effectivement, quand j'ai lu votre livre, je me suis dit aujourd'hui pour la jeunesse africaine, la tentation est grande d'aller vers l'Asie. Parce que quand vous dépeignez le poids de l'Asie à l'horizon 2050, on s'est dit que c'est peut-être plus intéressant d'aller vers l'Asie. Alors je voudrais savoir aujourd'hui, avec ce que vous annoncez dans votre livre, c'est vrai que vous donnez de l'espérance, mais qui fait un peu peur, quand vous dites qu'en 2012, par exemple, le super cycle des matières premières est terminé, et qu'on sait que l'Afrique, et surtout pour nous la Côte d'Ivoire, le succès de notre pays repose sur l'agriculture, on voudrait savoir pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui, entre la fin de ce super cycle et le poids de l'Asie vers 2050, comment est-ce qu'on pourrait évoluer, construire ce que vous nous dépeignez, par exemple, en voyant la croissance de l'urbanisation, en disant qu'on aura affaire à des défis qui seront aussi grands que la reconstruction de l'Europe, par exemple, quand on voit qu'on aura presque 800 millions de personnes vivant dans les cités urbaines en 2050. Je vous remercie. Que vous avez lu de lire un livre qui n'est pas un roman policier, qui implique quand même une certaine attention et où les anecdotes grivoises ne sont pas multiples, bien au contraire. Donc merci d'avoir lu ce livre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais après la publicité que vous lui faites, ils seront nombreux à le lire. J'ai écrit ce livre qui n'est que la réplique en français d'un livre qui en réalité fait un billet de pages que nous avons écrit avec 25
experts de très haut niveau des 5 continents pour précisément explorer ce que serait 2050. J'ai eu la grande chance hier de pouvoir dire quelles étaient mes convictions, y compris d'où elles venaient, simplement de l'analyse des tendances lourdes qui parcourent notre monde aujourd'hui et qui en réalité fabriquent ce que sera 2050. Et nous sommes convaincus, en effet, que ne serait-ce qu'à cause du développement démographique, l'Europe va perdre de son importance, et l'Afrique et l'Asie. L'Asie va voir la sienne enfin reconnue pour ce qu'elle est. Quant à l'Afrique, elle sera le continent le plus peuplé du monde et de loin, en 2100 évidemment, mais très vite, dans ce parcours, l'Afrique à elle toute seule pèsera plus que l'Inde et la Chine réunies. Votre pays, la Côte d'Ivoire, aura en 2050 50 millions d'habitants, que vous vous fermez, monsieur le vice-président de la République, à former, à éduquer de votre mieux, à faire que les femmes y trouvent les mêmes droits, les mêmes positions que les hommes. L'Afrique sera le continent, sans conteste aucune, de la jeunesse du monde. Elle aura continué de se dépeupler progressivement, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera rien du tout. On va vers un monde multipolaire, où évidemment l'Afrique aura un poids considérable en population, un poids supérieur à l'Asie. Elle aura sa place et elle devra avoir à cette table des nouveaux gouverneurs du monde, si je puis dire, une place qu'elle n'a pas suffisamment encore. Alors, j'ai tendance à penser, en tant que citoyen du monde, que ceci n'est que justice et que le monde entier, y compris ma vieille Europe, ne pourront qu'y gagner. Nous devons aller vers un monde où toutes les richesses, toutes les valeurs de tous soient reconnues et mises en position de se féconder mutuellement. Se tourne aussi vers l'Asie. Je n'ai aucune espèce de doute, compte tenu des liens que l'histoire a créés, à venir en France. Et beaucoup de Français continueront à venir en France. Et nos affaires continueront à s'interpénétrer. Mais il est très bon que l'Afrique, au lieu de se cantonner à regarder le modèle européen, et y compris celui de mon propre pays, qui n'est pas seulement un modèle, n'est-ce pas, se tourne aussi vers ces expériences de progrès fulgurants qu'a été le développement de la Chine, le développement actuel de l'Asie, le développement de la Malaisie, du Vietnam, etc., etc. Vous avez à apprendre beaucoup chez eux. Ça ne doit pas nous empêcher, nous et vous, de coopérer ensemble. Nous allons vers un monde qui va être plein de dangers, plein de défis, mais nous en ferons un monde meilleur pour l'avenir de nos enfants qu'en l'abordant ensemble, en cherchant à trouver partout ce que chacun peut apporter de mieux et en acceptant de coopérer suffisamment pour renouveler la gouvernance du monde, pour faire en sorte que les finances du monde ne soient plus des prédatrices, mais qu'elles soient servantes. Vous avez lu toutes les recommandations de ce livre que j'expliquais encore hier. Je crois que tout ceci, avec le péril que ça comporte,
avec tous les changements que cela existe, ne fait que justifier davantage ce renouvellement du partenariat Afrique-Europe dont je viens de vous parler. Monsieur le gouverneur. Bonjour, monsieur Cartouchu. Je voudrais vous poser une question qui me vient à l'esprit en très vacant. Aujourd'hui, à l'image de ce qui se passe par exemple en Europe, on parle de concevoir et de dialogue. Je vous remercie. Ne fasse pas long feu. Et qu'à partir de ce regard renouvelé sur l'Afrique, nous cherchions quelles sont les voies véritablement, pas seulement de l'optimisme, mais de la construction d'une Afrique capable de mettre en œuvre et d'exploiter toutes les formidables ressources qu'elle comporte, pas seulement matérielles, mais humaines. C'est le vrai chantier de l'avenir. En parlant d'une politique de développement commun, vous avez fait résonner du Mozart à mes oreilles, car quand on parle d'un partenariat Afrique-Europe, vous et moi, nous pensons tout de suite Côte d'Ivoire-France. Mais non, il s'agit de l'Europe et il s'agit de l'Afrique. C'est toute l'Afrique, là aussi avec ses richesses et ses drames, qui doit être associée. Et il faut que que les Africains poursuivent, me semble-t-il, plus loin, dans les innombrables forums où les Africains se rencontrent. Le risque, c'est un ancien fonctionnaire international qui parle, le risque, c'est qu'une routine s'installe dans les instances de coopération, que l'on se retrouve entre nos amis, que l'on s'invite à aller visiter des merveilles peu connues de chaque pays, et puis qu'on parle des autres, en disant du mal. Mais il y a mieux à faire que ça. Et ce partenariat interafricain doit en effet se renouveler, et je vois que le gouvernement de Côte d'Ivoire est composé de jeunes pousses qui ne peuvent pas et qui ne se contenteront pas, n'est-ce pas, monsieur le ministre, de ces routines dépassées, et que c'est une Afrique coopérante en son sein qui dialoguera en partenariat avec cette exigence de sincérité, de franchise, de désaccord quand il le faut, avec une Europe elle-même qui secourait un peu ces vieilles disputes et qui enfin regarderait vers 2050. Je crois, monsieur le gouverneur, que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. Je crois que dans son propre renouvellement, la Côte d'Ivoire est en mesure maintenant de travailler à renouveler ses partenariats interafricains et entre Afrique et Europe. C'est une relation qui date de très longue date. Et cette Europe qui a colonisé bon nombre de pays ici en Afrique, mais aujourd'hui, il y a plusieurs nouveaux partenaires qui viennent en Afrique. Les partenaires, je veux parler des BRICS, avec à la tête la Chine. Alors, monsieur le gouverneur Honoré, l'Europe qui aujourd'hui a fait du continent africain, je peux dire en griffe sa chasse gardée, est-ce que cette Europe serait-elle assez mieux préparée et humble à revoir sa copie? Je ne vous cite parce que vous avez dit tout à l'heure que l'Europe doit revoir sa copie. Et comment va-t-elle s'y prendre? Merci. Dans vos propos, la grande perspective historique qui pourrait évidemment faire que cette relation-là ne soit pas aussi féconde qu'elle le pourrait au plan humain. Oui, le Brésil, oui, la Russie, oui, la Chine, évidemment,
ont beaucoup à apporter à l'Afrique, elles ont aussi beaucoup à apprendre à l'Afrique. Et la rencontre des peuples est aussi une rencontre des valeurs de ces peuples. Et j'ai été très très frappé dans mon dialogue avec vos jeunes camarades avant-hier de les entendre me dire que oui, l'Afrique ne doit pas abandonner ses valeurs, elle ne doit pas se considérer simplement comme un marché pour les Européens. L'Afrique vaut beaucoup plus qu'un plateau pays et c'est dans un vrai partenariat qu'il serait désirable que ces relations avec les BRICS aussi viennent à se nouer. Quant à l'Europe, vous avez des doutes légitimes, comme moi d'ailleurs, puisque c'est moi qui vous ai dit à l'instant que je souhaitais ardemment que l'Europe revoie sa copie. C'est plus facile à dire qu'à faire quand on est 27 pays, n'est-ce pas? Vous êtes 54 ou 5, nous sommes 27. C'est difficile d'avoir une politique commune. Mais nous avons été capables de donner à ce partenariat, ou du moins à cette coopération, différents visages dans le passé auxquels vos pays ont adhéré et dont ils ont apparemment tiré quelques profits. Nous devons faire beaucoup mieux, nous devons y travailler. La jeunesse d'Europe est passionnée par les problèmes d'Afrique et je peux vous dire, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes ou de parler en France devant des publics moins prestigieux que celui-ci, évidemment, mais je me rends compte d'une chose qui m'édite très souvent, à savoir que c'est dans cette forme de dialogue, de partenariat entre égaux, entre pays dits avancés et pays en développement, entre pays riches et pays pauvres, que la jeunesse de nos pays peut trouver un sens à sa vie. Et vous le savez, quand la jeunesse se pose les problèmes de sens, là, on n'est pas loin d'un démarrage vers de nouvelles et bonnes aventures. Bien. Nous allons prendre le conférencier, M. Michel Cantessu, pour l'exposer. Quand je prends le terme paix et développement, je me dis qu'on ne peut pas parler de paix sans parler de conflit. Quelle est la cause des conflits en Afrique? Et c'est à partir de la détermination des causes des conflits en Afrique que nous pouvons véritablement prévenir la paix. Et on ne peut pas parler de développement, d'aide au développement, sans parler d'une condition sine qua non en droit, qui est la démocratisation de nos États. La démocratisation de nos États. Pour moi, paix, développement va de pair avec le processus de démocratisation de nos États africains. Je reste toujours tenté de me poser la question, et cette question, je vais renvoyer la question à M. le conférencier. Est-ce que l'Afrique est prête sur le chemin du processus de démocratisation de nos États? Par ricochet, que doivent faire les dirigeants africains pour véritablement préserver la paix dans nos différents États? Je vous remercie. Question dans la question elle-même. Et je l'ai dit évidemment sans ironie, mais avec beaucoup d'admiration. Oui, le processus de démocratisation est bien engagé. Il a encore du chemin à faire, surtout pour se consolider en profondeur, pour éviter que les problèmes d'hier ne retrouvent leur chemin comme des eaux souterraines. Je
viennent jaillir et contaminer une nouvelle structure institutionnelle. Ceci me semble tout à fait important, notamment dans un pays comme le vôtre, dont la démocratie est universellement reconnue, mais j'ai encore dans l'oreille ce que me disaient les étudiants: faisons attention, il ne faut pas que, alors que notre société civile veut la démocratie et une démocratie vibrante, une démocratie tournée vers l'avenir, il ne faut pas que les hommes politiques d'autrefois viennent y réinjecter les querelles d'hier. C'est un sujet important chez vous, il est important partout ailleurs. Je dis au passage qu'il est important aussi dans mon pays, mais les hommes politiques qui seraient tentés de reprendre les rengaines d'hier feraient bien de regarder ce qui s'est passé dans mon propre pays, d'ailleurs, où tout d'un coup, le peuple en a eu assez des querelles d'hier, elle a été chercher un jeune homme peu connu pour diriger le pays. Je dirais au président Macron les applaudissements que vous venez je ne voudrais pas que vous voyiez la moindre allusion à la vie politique de Côte d'Ivoire. Ce que je crois, c'est qu'en effet, comme la paix, la démocratie est un bien fragile. Tournons-la vers l'avenir. Et il en va de même de la paix. Vous l'avez dit vous-même, le mot qui compte, c'est le mot prévention. Prévention des conflits. Terminer une guerre, c'est trouver un pays délabré. Laisser une guerre se déclencher, c'est prendre le risque de ce déclenchement. Il faut, et je crois que la démocratie, la diplomatie ivoirienne a été conçue de cette manière dès les premières années de notre indépendance. La diplomatie ivoirienne travaille énormément, au-delà même de ce dont vous pouvez rêver souvent, pour la prévention des conflits en Afrique. Elle a de belles performances à cet égard sur la scène mondiale. Je crois qu'il faut encourager cela. Un jour ou l'autre, j'aimerais que la diplomatie ivoirienne reçoive pour ça le prix Nobel. J'avais dit que c'est la dernière question, mais nous allons entendre sur le micro. Je vais faire voilà, une femme, c'est ce que j'avais dit, monsieur. Donc, vous avez la parole. Merci. Je suis présidente du Conseil de paix de la région de Bénin. Je voudrais remercier M. Kamessu pour cette conférence qui nous conforte, nous, dans notre mission d'ambassadeur de paix. Vous avez relevé des principes des ambassadeurs de paix qui sont les principes de vivre pour l'autre, la crainte de Dieu, l'amour filial, etc. Mais je voudrais dire que pour la paix et le développement, partenariat qui doit être développé entre l'Europe et l'Afrique, nous y croyons. Mais est-ce qu'il n'y aura pas d'égo, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, égo E-G-O, et plutôt égo E-G-A-U-X. Je voudrais donc vous remercier et dire qu'en tant que mère, nous autres femmes, nous apprenons beaucoup de vous, de l'Europe, pour que nos enfants, qui sont ceux que vous voyez aujourd'hui dans cette salle, soient les enfants qui doivent participer à ce partenariat. Je vous remercie. Vous avez parlé comme fille de ce pays, vous avez parlé comme femme, vous avez parlé comme mère, la mère dont nos ancêtres romains disaient
bella matribus detestata, les guerres détestées par les mères. Je crois qu'il sera, je ne prenais pas ça au sens propre et immédiat, monsieur le ministre de la République, mais je suis heureux quand je vois que des femmes sont ministres des Relations internationales ou des armées. Quand une femme est ministre des armées, je me dis qu'elle amusera avec retenue. Elle ne jouera pas trop aux petits soldats. Je pense donc, sans exprimer le premier souhait d'un remaniement ministériel, ici, je voudrais que les propos que vous avez tenus, madame, soient écoutés. Ce que je peux vous dire, après avoir rencontré vos enfants et la jeunesse ivoirienne, je crois pouvoir vous dire qu'ils ont beaucoup réfléchi finalement sur l'histoire de votre pays, ce qu'ils ont appris des périodes difficiles qui ont été traversées, et je crois qu'ils sont tout prêts à prendre le pari, non seulement de la construction de l'avenir de votre pays, mais d'un avenir de paix et de coopération avec le reste du monde. Ils savent déjà qu'ils ont des responsabilités en l'égard du reste du monde et pas seulement à l'égard de la Côte d'Ivoire. Je suis donc plein d'espérance et je vous remercie de lui avoir donné un visage et une voix. Merci. Voilà, je pense que nous avons arrêté les relations entre l'Europe et l'Afrique. Vous nous avez exhorté à nous mettre du partenariat au fondement de l'ouvrier en nous mettant à la tâche dans un dialogue d'égaux, et vous nous avez lancé un message d'espérance pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour le monde. Encore une fois, merci infiniment d'être venu partager ce moment avec nous. Les anglo-saxons, puisque je sais que vous parlez très bien la langue de Shakespeare, disent last but not least. Nous étions le dernier, mais le meilleur était pour nous. Dans le cadre de l'année Houphouët-Boigny, nous avons une série de grandes conférences et nous en ferons un ouvrage à la fin de l'année, et votre exposé figurera en bonne place dans cet ouvrage. Merci bien. Je voudrais remercier toutes les personnalités de la République qui sont là, les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières de Yamoussoukro, les professeurs, les élèves et les étudiants, d'être venus pour ce moment de partage et de culture. C'est une des missions de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Les officiels, vous restez en place, s'il vous plaît. Vous restez en place. On va laisser son excellence le vice-président de la République de voir dessus. Et nous les membres de la délégation officielle sortis. Encore une fois, merci d'être venu partager ce moment d'instruction. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Qui ont pris part à cet échange. Et puis on se retrouvera ici encore une fois pour d'autres conférences, comme l'a indiqué M. le secrétaire général, à propos de l'année Félix Houphouët-Boigny.